Une fois de plus, la Constitution est au menu des événements de la semaine. Mardi, au lac Harrington, les 11 premiers ministres canadiens se retrouveront pour un bucolique déjeuner sur l'herbe. Une première pour Robert Bourassa qui avait claqué la porte au lendemain de l'échec de l'accord du lac Meach. Au premier ministre québécois, Brian Mulroney promet rien d'indigeste, à peine quelques amuse-gueules constitutionnels. Question de garder tout le monde au banquet. Guy Gendron. Le lac Meach que voici et le lac Harrington que voilà sont séparés d'à peine 500 mètres. Mais en termes politiques, la distance entre les deux est beaucoup plus importante. Il aura en effet fallu plus de 2 ans à Robert Bourassa pour ravaler sa promesse de ne jamais reprendre les négociations à 11. Je dis que le processus de révision constitutionnelle qui implique 11 gouvernements, à mon sens et aux yeux des Québécois, est discrédité. Il avait ensuite fixé des conditions à son retour, soit qu'on lui concède au moins ce qu'il avait obtenu dans l'entente Meach. Ça n'a pas marché entièrement, mais qu'à cela ne tienne, essaie-t-on de nous convaincre, la rencontre de mardi n'est pas une conférence, mais un simple pique-nique. Il faut faire le tour d'horizon, il faut faire le point sur le dossier au complet. Il n'y en aura pas de négociation à l'occasion de cette rencontre. Conscient du problème que cela posait à Robert Bourassa, voilà comment Brian Mulroney a tendu la perche au Québec francophone. 4 minutes plus tard, en anglais, il avait une autre description de ce qui allait se passer à cette rencontre. We are Canadians negotiating together, trying to improve the federation, that's all. C'est clair que si M. Bourassa y va, fondamentalement, c'est pour négocier. Il va sur la pointe des pieds parce que ça fait 2 ans, depuis l'échec de l'accord du lac Meach, que le Québec n'a pas participé aux conférences à 11. Mais c'est un tournant qu'on vit actuellement. Je pense que les vraies négociations, jusqu'à un certain point, commencent. Depuis 2 ans, en effet, ça a été la ronde du Canada anglais et des Autochtones. Pour la première fois, le Canada hors Québec a été appelé à se définir lui-même dans le but non pas d'imposer un fait accompli au Québec comme une certaine nuit de 1981, mais dans le but de faire une offre au Québec. Cette offre, concoctée le 7 juillet, a subi la répudiation générale au Québec, de même que dans les rangs conservateurs et libéraux à Ottawa. Jamais Brian Mulroney n'en a pris le parti. Cependant, plusieurs provinces soutiennent que cette entente est un équilibre fragile, un château de cartes qui s'effondra si on essaie de le modifier. Leur objectif est de profiter de la rencontre à 11 pour vendre leur accord à Robert Bourassa, qui risque donc de se retrouver sur la défensive. Je crois que le Québec, moi, a intérêt à être agressif, à être clair, à être plus revendicateur. Et c'est pas dans l'habitude de M. Bourassa d'adopter ce genre d'attitude-là. Mais s'il n'adopte pas cette attitude-là, si le Québec, là-dedans, si lui se contente d'être passif, à ce moment-là, qu'il le veuille ou non, il va être entraîné dans l'engrenage de l'entente du 7 juillet. On va discuter à partir du Sénat triple-A. On va discuter de modalités techniques, si vous voulez, pour le rendre moins efficace, mais le Québec va être embarqué dans la nouvelle dynamique d'un Sénat élu et égal, qui, à mon avis, est très contraire à ses intérêts. Plus qu'à Victoria, il y a 20 ans, et plus qu'à Meach, il y a 5 ans, Robert Bourassa marche sur des œufs. Il est coincé entre l'entente du 7 juillet et son rejet au Québec, coincé entre Meach, derrière lui, et un référendum à venir cet automne. Coincé donc par les circonstances qui font de la rencontre de mardi un moment de vérité. Guy Gendron, TVA, Ottawa. Les cafouillages répétés depuis 2 ans dans le dossier constitutionnel ont exacerbé au Québec la fièvre nationaliste, une réaction normale et qui ne surprend personne. Jusqu'à maintenant, cependant, le discours nationaliste était repris et essentiellement canalisé par le Parti québécois. Or voilà, tout le monde semble vouloir s'approprier la palme de l'orthodoxie nationaliste. Les jeunes libéraux, le Bloc québécois, Jean Campeau et jusqu'au député Richard Holden du Parti égalité, qui vient flatter dans le sens de la laine les Québécois tricotés à la fibre nationaliste. Le Parti québécois est-il en train de perdre l'initiative? Dans quelques minutes, nous poserons la question à Jacques Parizeau, mais d'abord, Alain Gravel fait le point sur les enchères du nationalisme. Après la disparition du Ariane et du mouvement Souveraineté Association à la fin des années 60, le Parti québécois a détenu pendant de nombreuses années le monopole de la diffusion de l'option souverainiste. Ça a duré pendant toutes les années 70 et 80. En 1990, il y a eu la fameuse crise constitutionnelle. L'idée de la souveraineté s'est alors retrouvée un peu partout, tellement que certains ont cru que c'est Robert Bourassa qui allait la faire. Illustration éloquente du phénomène, presque tous les candidats à l'élection partielle fédérale dans Laurier-Sainte-Marie en août 90 s'affichaient souverainistes. Le Bloc québécois, en faisant élire un candidat, perçait finalement une brèche dans la muraille souverainiste du Parti québécois. Il faut dire que le Bloc est avant tout une émanation, une continuité de Bélanger-Campeau,
Et dans ce sens-là, nous avons été chercher et ont adhéré volontairement au Bloc des gens là, qui ne militaient pas pour la souveraineté auparavant. Après le Bloc, il y a donc eu la commission Bélanger-Campeau, qui a présenté ses nouvelles vedettes de la souveraineté, comme Gérald Larose de la CSN ou Claude Bélan du Mouvement des Jardins. La souveraineté est même devenue très populaire au Parti libéral du Québec à l'époque de Meach. Un sondage CROP en mars 90 indiquait que 47 % des libéraux étaient favorables à une forme de souveraineté. Un peu plus tard, à l'époque du dépôt du rapport Allaire en janvier 91, ICOP indiquait que 58 % des libéraux souhaitaient un virage souverainiste. Mais l'idée au PLQ s'essouffle actuellement avec un Robert Bourassa de plus en plus fédéraliste. Un sondage CROP en juin dernier ne donnait plus que 23 % de libéraux favorables à la souveraineté. Mais avec un blocage prévisible du dossier constitutionnel, on s'attend à ce que les jeunes libéraux souverainistes relancent la question. Des jeunes libéraux qui suscitent l'admiration, même chez d'ex-ministres péquistes. Si j'avais aujourd'hui 20 ans, probablement qu'à cause du défi que ça représente, j'aurais peut-être davantage le goût de m'impliquer, par exemple, au sein des jeunes libéraux avec Mario Dumont et de faire avancer cette idée dans un milieu où l'idée était généralement rejetée il y a à peine quelques années, pour faire en sorte qu'elle puisse davantage progresser. Pourquoi? Parce que si j'allais du côté des jeunes péquistes, je me dirais le travail est déjà fait. Au Parti québécois, on est conscient du phénomène. En fait, on ne peut plus l'ignorer. C'est tellement vrai que le chef, Jacques Parizeau, a cru bon récemment d'inviter ses militants à plus de tolérance envers les souverainistes qui ne sont pas péquistes. Donc, pas continuer à leur asséner des coups sur la tête en disant « on vous l'avait bien dit, on vous l'a bien dit ». Un peu de chaleur humaine. Hein. Il faut bien reconnaître chez certains d'entre nous un petit peu d'arrogance des fois. Qu'un ex-ministre péquiste dise qu'il aurait pu être attiré par les libéraux pour la bataille de la souveraineté, ce n'est pas rien. Le problème chez les libéraux, c'est qu'on ne sait pas de quelle souveraineté on parle. La souveraineté association de René Lévesque ou encore la souveraineté partagée de Robert Bourassa, qualifiée récemment par Gilles Rémillard de forme de fédéralisme renouvelé. Ici Alain Gravel, TVA, à Montréal. Bien, comme promis, le chef péquiste est avec nous en studio, Jacques Parizeau. Monsieur Parizeau, bonsoir. Bonsoir. C'est quand même pas rien, un ancien ministre péquiste qui aujourd'hui dit si c'était à recommencer, je militerais avec les jeunes libéraux. Est-ce qu'il n'est pas en train de tirer le tapis sous vos pattes? Non, pas du tout. Écoutez, je suis, moi, personnellement, ravi de voir que, enfin, l'idée de la souveraineté du Québec déborde le Parti québécois. Qu'elle est en train de pénétrer toute espèce de milieu. C'est épatant. Oui, l'ordre normal des choses, ce serait que tout le monde, tous les partis politiques, toutes les formations soient souverainistes. Que Jean-François Bertrand dise, moi, si j'avais 20 ans, là, j'irais chez les libéraux pour essayer de les convaincre davantage d'adhérer à cette idée d'un pays du Québec, à la souveraineté du Québec. Je comprends ça très bien. Et puis, au fond, lorsque l'idée de la souveraineté aura vraiment pénétré partout, mais elle sera faite, la souveraineté. Mais vous conviendrez avec moi, M. Parizeau, que tant et aussi longtemps qu'il y aura des souverainistes, même tièdes chez les libéraux, vous aurez de la difficulté à gagner une élection, parce que vous avez vraiment besoin de tous les souverainistes pour remporter. Mais non. Vous pouvez vous permettre donc d'en laisser dans l'opposition. C'est pas une question de permettre d'en laisser dans l'opposition. Tenez, je vais vous prendre l'analogie des fédéraux. Les gens ont le choix entre les conservateurs, jusqu'à ce que le Bloc québécois apparaisse, les conservateurs, les libéraux, la NPD. Ils étaient tous les trois fédéralistes. Bon, ça n'empêchait pas quelqu'un de gagner. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'idée d'un pays du Québec, il faut que ça aille au-delà d'un parti politique. C'est qu'on dit parfois la patrie avant les partis. Ben oui, c'est ça qu'on veut dire. Alors, moi, je suis très content de voir ça. Je trouve ça épatant, enfin, de voir l'idée de la souveraineté là, qui pénètre tous les milieux. Ça... Et c'est-à-dire que vous avez bien fait votre travail parce qu'on reprend le discours ailleurs? J'aimerais pouvoir me dire oui, nous avons tellement bien fait notre travail. Il y a plus que ça. Il est clair que les adversaires de la souveraineté ont très bien fait leur travail aussi pour convaincre les Québécois que la souveraineté était nécessaire. Mais est-ce que vous n'êtes pas pris à croire à un moment donné que Robert Bourassa, peut-être, y croyait à la souveraineté ou à l'indépendance, puisqu'on doit appeler les choses par leur nom? Je ne sais pas. Écoutez, il n'y a pas de doute que des gens ont cru ça, après Bélanger-Campeau. On entendait ça couramment, les gens disaient « Ah ben c'est peut-être lui qui va la faire, la souveraineté ».
Mais là, il y a eu très rapidement une série de professions de foi très fédéralistes, comme le dit Alain Gravel tout à l'heure, qui ont dissipé toutes les ambiguïtés. M. Bourassa ne l'est pas, ça c'est clair. Est-ce que votre politique de la main tendue, au moment où peut-être vous avez cru à la profession de foi nationaliste de Robert Bourassa, ou enfin indépendantiste, c'est pas un peu la même erreur que celle du beau risque de René Lévesque? On se laisse flouer, on sent que l'indépendance gagne. Ah non. Non, voyez, moi, ça me paraissait tout à fait nécessaire à ce moment-là, parce que quand le Québec reçoit un coup sérieux, comme quel qu'il soit, ça, il est normal que tous ceux là, qui ont des responsabilités politiques puissent se dire, bon, ben écoutez, on va s'appuyer les uns les autres. L'intérêt du pays passe avant des questions partisanes. Bon. C'est d'aucune espèce de façon une erreur. Dès qu'on s'est rendu compte que M. Bourassa revenait fermement à ses idéaux fédéralistes, eh bien, moi, j'ai compris, comme bien des gens ont compris. Mais non, moi, il n'y a pas d'association à faire, ça. Moi, j'ai trouvé, au contraire, vous voyez, que je me devais de faire ça. Lorsque le Québec est complètement par terre, à ce moment-là, ça aurait été anormal que je tende pas la main. Bon, alors revenons au projet du parti, donc la souveraineté ou l'indépendance. On se perd dans la sémantique, c'est vrai, dans le débat constitutionnel de façon générale. Vous êtes parti du parti la première fois, au début des années 80, en disant « Je tiens à dire clairement que je ne peux plus loger à cette enseigne, je veux qu'on soit plus clair dans nos objectifs. » Vous êtes revenu au parti en disant « Je veux qu'on soit plus clair, on parlera d'indépendance avant, pendant et après. » Les élections, voilà. Malgré tout, on refuse d'utiliser le mot indépendance, on parle de souveraineté. Vous avez fait le compromis du dollar canadien. Vous avez laissé peut-être passer l'idée de retarder un référendum pour que les conditions économiques soient meilleures. Est-ce qu'il faut dorer la pilule pour vendre l'indépendance? Non, il ne faut pas dorer la pilule et on se comprend bien. La raison pour laquelle on continue de parler de souveraineté au Québec, c'est que c'est comme ça que ça a commencé. Bon, ça fait, écoutez, maintenant, 25 ans que l'on parle de souveraineté. Alors, que l'on continue de parler de souveraineté, ça va bien. Est-ce qu'il y a une ambiguïté quant au concept de souveraineté, au contenu de la souveraineté? Non, il n'y en a pas. Il faudrait quand même s'entendre sur une chose. Tout le monde s'entend au Québec pour définir la souveraineté de la même façon. Quand on dit tous nos impôts ramassés au Québec, toutes nos lois passées par l'Assemblée nationale du Québec, tous nos traités avec l'étranger passés au Québec, quand on dit ça, les libéraux sont d'accord, les péquistes sont d'accord, les souverainistes sont d'accord, les fédéralistes sont d'accord. C'est ça, la souveraineté. Et on parle d'indépendance. Et en pratique, il faut bien comprendre que c'est l'indépendance d'un pays. Ça se définit comme ça. Mais à un moment comme celui-ci dans notre vie politique, est-ce qu'il ne serait pas opportun pour un parti comme le Parti québécois de dire les choses très crûment? On veut l'indépendance, ça va être difficile, il y a des coûts de transition élevés. C'est un gros saut à faire, on peut pas. Écoutez, on voudrait constamment m'amener à ça, à m'amener à reconnaître que ce serait terrible. J'y peux rien. Moi, comme économiste, ça fait quand même, écoutez, j'ai quand même pratiqué mon métier pendant longtemps. Je sais bien, par exemple, que ce que ça veut dire sur le plan des coûts de transition, de la disparition de certains coûts de transition, quand je dis la même monnaie. Et non seulement on va prendre le dollar canadien, mais d'autre part, c'est une décision qu'on veut prendre tout seul. Évidemment, ça enrage des gens qui disent qu'ils devraient reconnaître qu'il va y avoir des coûts. Je sais ce que je fais quand je dis « nous allons prendre le dollar canadien ». Tout ça, là, comprenons-nous bien, ce sont des questions, jusqu'à un certain point, de métier. Et je vous assure... Alors, vous ne vous risquez jamais. Je ne vais pas commencer à dire aux gens « j'essaye de vous entraîner dans une aventure qui n'a pas de bon sens ». Je dis au contraire, en disposant les choses de certaines façons, normalement, on doit être en mesure, si on n'est pas trop bête là, dans nos politiques économiques, non seulement de réaliser la souveraineté du Québec dans de très bonnes conditions, mais même de faire en sorte que graduellement, on accélère notre rythme de croissance et on règle nos problèmes économiques. Mais il vous est jamais arrivé, en faisant vos calculs, en y pensant bien, de vous dire les coûts seraient drôlement élevés. Vous devez le savoir, vous devez y penser. Non, moi, ça m'a... Ça, vous voyez, c'est une réaction que je n'ai pas parce que je ne la vois pas, et depuis très longtemps. Évidemment, il y a des gens qui s'imaginent que la souveraineté, ça rend intelligent, c'est comme les lampes de feu, vous savez, ça rend intelligent le lendemain matin. Non, c'est vrai.
Mais dans la mesure là où on n'a pas de... On ne fait pas les imbéciles, quoi. On n'a pas des politiques économiques complètement capotées, hein, eh bien, là, je vous assure, la souveraineté va se faire sans problème majeur, sans problème substantiel, puis ça va permettre d'accélérer les choses sur le plan économique. Ça me paraît indiscutable. En une vingtaine de secondes, ça sera difficile, M. Parizeau. Si on revenait à l'entente du lac Meach au complet, sans entente sur le Sénat, si Robert Bourassa allait chercher ça au Canada anglais, est-ce que vous pensez que le nationalisme au Québec redescendrait d'un cran? Non, je ne pense pas, parce que faut bien comprendre. Il disait lui-même, hein, Meach, c'est ce qu'on a demandé de moins, c'est minimal. Bon, il y a des tas de gens qui jamais se contenteront de ce minimalisme. M. Parizeau, je vous remercie infiniment d'être venu nous voir. Merci.